bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, souvent tabou et pourtant central dans la vie de nombreuses femmes allaitantes, la sexualité. Après la naissance, le corps change, les priorités aussi. Le désir peut s'absenter, la fatigue s'invite, et entre les tétées, les nuits hachées et le chamboulement hormonal, il est parfois difficile de se reconnecter à soi, à son corps, à son couple. Et pourtant, on parle peu de ce qui se passe vraiment dans la tête et dans le lit des jeunes mamans, des jeunes parents. Pour explorer tout ça sans jugement, avec beaucoup de douceur et de justesse, nous avons invité Camille Bataillon, aka Camille par le sexe sur Instagram, sexologue spécialisée en périnatalité qui accompagne les femmes dans cette période si particulière. Ensemble, on va parler libido, fatigue, pression, communication, mais aussi tendresse et plaisir retrouvés autrement. Cet épisode est une invitation à se déculpabiliser, à reprendre le pouvoir sur son corps et surtout à s'autoriser à vivre les choses à son rythme. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour Camille, déjà un grand merci d'être là. Moi vraiment ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce sujet dans notre podcast parce que ça peut permettre à chaque femme de se sentir légitime, entendue et accompagnée dans cette étape quand même intime de sa maternité. C'était important pour moi, pour nous, vu qu'on parle de tout dans Boop Boop. En vrai je suis trop contente que tu sois à notre micro. Merci pour l'invitation et j'ai hâte qu'on parle de ce sujet qui est passionnant au niveau perso aussi, mais au niveau pro évidemment en tant que sexo. Et Cassandre ne le dit pas, mais t'es l'idole de sa petite sœur. C'est vrai. Elle est kiné du périnée et du coup de la sexualité et c'est elle qui m'a dit, elle te suit depuis tes débuts, elle a lu ton livre, elle donne ton livre à ses patientes, etc. Et du coup elle m'avait dit mais faut trop que tu l'enregistres, c'est trop bien ce qu'elle fait, donc vraiment c'est une idolation par transfert, mais c'est vrai que du coup je me suis intéressée avec tout ce que tu faisais et je trouve ça génial. Trop bien. Si elle veut venir sur le podcast, sur mon podcast, si elle a la casquette sexo aussi et kiné, c'est toujours intéressant. Trop bien, je lui dirai. Voilà. Elle va sauter toujours en écoutant cet épisode. Alors Camille, on va te demander de te présenter, de nous dire ce que tu as envie de toi, de ton métier, de ta famille et de ton histoire d'allaitement. Ok, cool. Bonjour à toutes, parce que j'imagine c'est quand même des femmes qui écoutent ce podcast, mais et à tous aussi, s'il y en a qui se sont égarés là-dessus. Je suis Camille Bataillon. Je suis sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Je suis enceinte actuellement d'un deuxième enfant. Et puis mon histoire d'allaitement, j'ai allaité 10 mois, ma première, après une césarienne d'urgence. Donc c'est bien à dire aussi, parce que des fois il y a un peu l'appréhension de se dire est-ce qu'on peut quand même allaiter, et avec des bouts de sein aussi pendant 6 mois. Donc voilà, tout est possible. Et donc niveau de formation, c'est quoi ta formation ? Ouais. Donc je me suis formée à la sexo en commençant. Alors déjà j'ai une licence en psychologie et ensuite un master en sciences de la famille et sexualité qui s'est fait en Belgique et qui s'est fait aussi au Canada avec 6 mois à Montréal. Et puis à la fin de ces 2 années, une année supplémentaire, encore une fois en Belgique, pour une certification pour être sexologue clinicienne. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. On t'a fait venir pour parler sexualité, postpartum et donc dans notre cas allaitement. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'allaitement en lui-même peut chambouler la sexualité ? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps ? Oui. Donc, ça peut chambouler comme ça ne peut ne pas chambouler. Hein. Ça, c'est important de dire parce que des fois, je tiens à préciser, des fois on dit depuis que j'allaite, il se passe, j'ai plus de désir, j'ai plus ci, c'est à cause de l'allaitement. Il y a des variables, vous verrez, on essaiera toujours de nuancer. Mais déjà au niveau de l'allaitement, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand on allaite, déjà on a au niveau hormonal, il se passe des choses. Il y a une augmentation de la prolactine, c'est l'hormone de l'allaitement, une baisse de la testostérone, etc., qui peut diminuer l'intérêt sexuel. Donc quand même au niveau hormonal, il peut y avoir cette influence-là.
Mais quand même, il y a des femmes qui, par exemple, allaitent et ont quand même du désir. Donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer, il faut prendre souvent d'un côté multifactoriel. Au niveau hormonal, on a aussi, quand on allaite, on a le peau à peau. Donc, on a une libération au niveau de l'ocytocine. Donc, souvent, au niveau, on va dire, du réservoir de l'amour, on se sent des fois suffisamment pleine. Et on n'a pas besoin forcément de rechercher peut-être l'amour ou le contact avec son ou sa partenaire. Et aussi, ce que certaines femmes peuvent décrire, certaines allaitantes, ce qu'elles peuvent décrire. Et là, je sais pas si c'est que au niveau hormonal, mais c'est en tout cas cette sensation d'être tout le temps stimulée, touchée par le bébé. Et de ne pas avoir de transition entre je suis toute la journée avec bébé, j'allaite, etc. Et puis quand ma partenaire arrive à la maison, on me touche et je suis trop stimulée, quoi. Et ça a vraiment un nom, en anglais en tout cas, mais c'est être touched out, c'est-à-dire que je suis trop touchée tout le temps et donc je peux plus, je sature. Et donc ça, on peut comprendre aussi au niveau de la sexualité, ça peut avoir un impact parce que on n'a pas forcément envie que notre partenaire nous touche et donc on peut plus être dans le repousser et dire j'ai envie d'être tranquille, quoi. J'ai pas envie que quelqu'un soit sur mon corps, j'ai pas envie qu'on me stimule mon corps, je suis déjà trop stimulée toute la journée. Ok. Donc ça rentre un peu dans le manque de libido, le fait d'être toujours stimulé, de pas envie d'être stimulé. Ouais. Donc là, de ce que tu dis, ça a l'air normal. Effectivement, du coup, ça peut influencer la libido là-dessus. Et j'ai pas parlé aussi de quand on allaite, on peut aussi avoir des sécheresses vaginales parce que du coup, on a un taux d'oestrogène qui est un peu moindre. Et donc, ça aussi, pour certaines femmes, il peut y apparaître des douleurs, de l'inconfort. Et donc, ça peut aussi jouer sur la libido et le désir de se dire, là, en fait, j'ai peur d'avoir mal ou alors j'ai peur d'être sèche et donc, ça me donne pas du tout envie. Il y a plein de choses qui peuvent aussi être... Enfin, c'est multifactoriel, en fait. Ouais, il y a même le rapport au corps aussi, parce qu'en plein postpartum... Pour moi, un postpartum, ça dure longtemps. Donc, ayant fait des allaitements longs, je considère que j'ai allaité pendant tous mes postpartums. Et oui, il y a ce rapport au corps-là qui est différent, après tout ce qu'on peut s'imaginer aussi. Ouais, les seins, le ventre, le corps, on pourra peut-être y revenir aussi, évidemment. Ouais. Et du coup, si c'est un allaitement long, ça peut durer tout le temps, ce manque de libido. Ça peut. Mais tout comme aussi, ça peut ne pas être en lien avec l'allaitement, tout comme on peut allaiter longuement et avoir du désir. Donc c'est pour ça, je nuance vraiment en disant c'est pas que l'allaitement qui peut créer ça, mais c'est intéressant de comprendre que ça peut être aussi des facteurs qui amènent des freins sur la sexualité et le désir sexuel. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment ça se passe dans la relation, comment je me sens dans mon corps, dans ma tête et tout ça, et la fatigue. Oui, la fatigue, ça rentre en jeu, je pense, ouais. Et donc, tu viens un peu de le dire, mais beaucoup de femmes disent qu'elles ne se sentent plus femmes. C'est un peu ce que tu disais, Hélène aussi, qu'elles ont l'impression d'être juste un corps au service de leur bébé. Le rapport au corps change vraiment une fois qu'on devient maman. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là ? Oui, le rapport au corps, c'est pas évident quand on se sent pas désirable, quand on n'est pas à l'aise avec ce corps qui a changé. Des fois, on n'était pas à l'aise déjà avant et on l'est encore moins après. Des fois, on était à l'aise avant puis on l'est plus maintenant. Et donc, quand je me sens pas désirable, je me sens pas sexy, je peux avoir du mal aussi à ce que ma partenaire me considère comme quelqu'un de sexy, de désirable. Je peux aussi me dire, je suis pas du tout à l'aise avec mon corps, donc j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai pas envie qu'on me voit. Donc tout ça, ça ajoute des freins. On n'a peut-être pas envie d'être dans une intimité, parce que l'intimité, ça demande du mouvement, ça demande un peu de sensualité, ça demande d'être dans le corps. Et donc, si je suis pas bien dans mon corps, c'est extrêmement difficile d'être dans quelque chose de corporel dans la sexualité. Alors, il y a une petite question qu'on se pose un peu toutes. C'est que quand on sort de la maternité, on ressort avec une ordonnance de pilule qu'il faut reprendre à 3 semaines postpartum, alors que, en fait, on se dit, mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois reprendre les rapports 3 semaines postpartum ? Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on peut reprendre les rapports ? En fait, il n'y a pas de date magique valable pour nous toutes. Cela dépend vraiment de ton corps, de ton ressenti et de ton envie. En général, on aime bien dire et on recommande d'attendre que les saignements, les fameuses loquis, aient cessé et que le périnée ait eu le temps de cicatriser s'il y a une déchirure ou une épisio. Donc, souvent, c'est aux alentours de 4 à 6 semaines après l'accouchement.
Mais le plus important, en vrai, c'est toi qui décides. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Si tu ressens une gêne ou une douleur lors d'un rapport ou même sans rapport, parle-en à ta sage-femme ou ton gynéco ou ton médecin traitant. Ce qui peut être bien, c'est des lubrifiants pour le début et surtout pas de pression. En vrai, il faut s'écouter et ne pas oublier que le couple peut rester intime de 1000 et autres façons en attendant le feu vert de ton confort. Et il y a aussi, souvent dans vos visites postpartum par la sage-femme ou le gynéco, on va vous demander « Alors, les rapports, ça a repris ?» Et en fait, c'est pas une invitation à reprendre les rapports si c'est pas le cas, c'est plutôt pour s'inquiéter de votre bien-être, si ça va, parce que voilà, Cassandre l'a dit, il peut y avoir des sécheresses, des douleurs, voilà. Donc c'est vraiment pour ça, et il n'y a aucune culpabilisation ou aucune bizarrerie à dire « Bah non, ça n'a repris même longtemps après ». Et après, il y en a qui veulent reprendre plus tôt aussi. C'est OK, mais vraiment, il y a quand même des risques d'infection avant 3 à 4 semaines. C'est-à-dire que le col n'est pas encore hyper bien refermé. Et il y a les saignements, donc ça, c'est toi qui vois. Mais vraiment, c'est quand même bien d'attendre ce petit feu vert-là. Tu as parlé tout à l'heure de potentiellement sécheresse vaginale due à des mécanismes hormonaux qui, du coup, peuvent provoquer en plus de tout ça, un inconfort pendant les rapports. Ça revient assez souvent dans ce qui est décrit. Est-ce que tu peux donner des pistes concrètes pour faire face à ça ? Oui. Donc, déjà, par rapport à ça, aux sécheresses vaginales, déjà, ce qui est intéressant quand on commence ou quand on initie aussi un rapport intime, mais quand on commence un rapport intime, c'est de se dire, est-ce que j'en ai envie ? Peu importe qu'il y ait de la sécheresse ou pas. Après, si j'en ai envie et que j'ai de la sécheresse, là, ce qu'on recommande, et on recommande même tout le temps, même quand il n'y a pas de sécheresse, déjà des lubrifiants. Donc d'avoir un lubrifiant adapté parce que ça va dépendre des marques, ça va dépendre de la composition. On peut être sensible à certaines compositions ou certaines marques. Donc c'est important peut-être de tester déjà en petite quantité et seul pour voir déjà si on est OK avec ce produit-là. Donc déjà du lubrifiant qu'on va mettre, qu'on va remettre même. C'est OK d'en remettre pendant un rapport pénétratif. C'est OK d'en mettre aussi pendant des stimulations, sans même parler de pénétration, mais quand on se caresse, même en masturbation, toujours tester. De toute façon, tester avec du lubrifiant et tester sans. Au bout d'un moment, on se rend très vite compte de la différence. Donc du lubrifiant, on en met et on en remet. Après, on peut demander aussi à sa sage-femme, gynéco, d'avoir peut-être un traitement au niveau d'oestrogène si jamais c'est nécessaire. Mais en vrai, des fois, le lubrifiant, ça suffit. Et de boire beaucoup parce que ça aide aussi à l'hydratation. Mais en soi, quand c'est que un problème de sécheresse, et donc c'est-à-dire qu'il y a du désir, il y a l'envie d'y aller, etc., le lubrifiant, il fait parfaitement l'affaire. Après, si c'est des douleurs parce qu'il y a une sorte d'hypertonicité au niveau du périnée, le lubrifiant, c'est bien, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Oui, là, il faut consulter, voir un petit peu les pistes qu'on peut... Voir des kinés, etc. Exactement. Du coup, là, on a parlé un peu de la maman en elle-même, et dans le couple, comment on fait pour préserver un petit peu d'intimité quand on est crevé, qu'on allaite, qu'on n'a pas envie, qu'on a le t-shirt rempli de régurgito de son bébé. Le bébé dort dans le cododo à côté. Voilà. Ouais. Oui. Waouh, il y a plein de sujets. Déjà, effectivement... Peut-être des fois c'est pas la priorité, la sexualité déjà, on va se le dire tout de suite. Des fois la priorité c'est déjà de dormir, de recharger ses batteries, d'arriver à prendre une douche aussi des fois, d'arriver à se changer. En fait la priorité c'est déjà d'avoir des moments pour soi. Je vois trop de femmes, de mamans, beaucoup plus effectivement les femmes et les mamans que par exemple les papas ou les hommes, avoir des difficultés d'avoir des moments pour elles. Soit parce que en fait il y a pas le temps, l'organisation ne fait pas, ça se met pas en place, soit parce que si je prends du temps pour moi, je peux culpabiliser ou me dire je suis pas une bonne mère parce que je passe pas tout ce temps-là avec mon enfant, et donc j'ai pas de place, pas d'espace pour recharger mes batteries. Donc si j'ai mes batteries qui sont déjà au niveau bas, qu'est-ce que je peux espérer aussi donner dans ma relation? Donc ça, c'est un message aussi pour les mamans et puis aussi pour les coparents. C'est que la maman, elle a besoin de moments aussi pour elle. Ça peut être challengeant, parce que ça peut donner de l'inconfort, comme je disais, de la culpabilité, etc. Mais c'est nécessaire. Déjà pour notre santé mentale, de récupérer physiquement, mentalement. Et puis, si on imagine dans le couple, ça va être aussi nécessaire pour que si je peux recharger mes batteries individuelles, on pourra peut-être mettre des choses plus facilement en couple. Mais si je me dis, mais on n'arrive pas à se retrouver en tant que couple, posez-vous la question si déjà vous avez du temps pour vous. Et pareil, au sein du couple, de pouvoir échanger aussi
par exemple sur la répartition des tâches, si j'ai tout le temps le t-shirt crado, que j'ai pas le temps de prendre une douche, peut-être que là c'est important qu'il y ait du relais. Donc comment on s'organise au niveau du relais. Et puis le contexte, tu parlais si Hélène du cododo et de tout ça. Donc c'est sûr que quand on se sent pas bien, qu'on n'a pas pris sa douche, qu'on pue, qu'on a du vomi et qu'en plus il y a bébé à côté de nous, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour être dans de la détente et dans quelque chose qui est, on va dire, de l'ordre sensuel, sexuel. Donc il y a peut-être aussi un contexte à aller travailler là-dessus. Et avant même peut-être de penser la sexualité, c'est aussi est-ce qu'on a des moments qualitatifs en tant que couple, ou est-ce que les seuls moments où on se retrouve c'est pour avoir de la sexualité? Ça marche rarement. Et alors si on n'a pas envie et que l'autre il le vit mal, comment on fait pour comment on en parle sans blesser l'autre ou sans culpabiliser soi-même? La personne qui le vit mal peut consulter déjà, pour travailler justement sur la gestion de qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et puis en couple de pouvoir échanger. Maintenant, ta question, c'est plus comment on peut l'aborder sans que l'autre le prenne mal. C'est important d'avoir des discussions, même si elles sont des fois difficiles. Des discussions difficiles peuvent apporter son lot d'émotions. Donc l'idée de se dire il faut que je dise les choses, mais que tout le monde le prenne bien, ça nous empêche de dire des choses des fois. Donc c'est aussi ce que dans notre couple, on a cette habitude, et même avant bébé, d'avoir des discussions honnêtes et donc des fois un peu difficiles, inconfortables, sans que ça vienne tout chambouler ou créer un séisme, parce que émotionnellement, quelqu'un a peut-être plus de difficultés à ce qu'on appelle gérer les émotions. En postpartum, je pense que déjà, ça aide pas forcément. Oui, totalement. Ouais, il y a ce contexte-là aussi, il y a une plus grande vulnérabilité, il peut y avoir, mais plus quand je dis ça, c'est en tout cas, on peut avoir des émotions, c'est-à-dire on peut pleurer, on peut avoir ces émotions-là, mais c'est aussi ce qu'on arrive à ensuite avoir une discussion un peu plus apaisée. Peut-être qu'on aura besoin de se calmer, d'avoir un moment pour soi, pas de souci. Et après, est-ce qu'on arrive à rester connecté, à avoir cette communication entre nous deux, ou alors est-ce qu'en fait, à chaque fois, c'est un tsunami et on boude, ou on se parle plus pendant plusieurs jours, on se déconnecte, ça je le vois chez certains couples, et là ça mérite du coup de travailler ça. D'accord, je suis trop fan de toi. Merci. Mais pourquoi donc? Je trouve ça très juste ce que tu dis, franchement, ouais. C'est très bien. Merci. Donc, on le sait, la maman, il y a quand même des pressions, des injonctions assez sociales, sociétales. Il y a cette injonction quand même à retrouver sa sexualité vite, à redevenir la femme d'avant. On le voit à la mater, il nous donne une ordonnance de prescription de pilules pour reprendre à J21. Donc, ça veut dire quoi? On a l'impression que c'est une injonction à reprendre la vie sexuelle, le fait de devoir reprendre tout de suite une contraception. Ouais. Alors que bon. Alors que non. Mais ça mérite du coup que les professionnels de santé, parce que c'est quand même bien que... Voilà, mais qu'il y ait une explication. C'est-à-dire, on vous donne ça, et d'ailleurs, on vous donne ça à tous les deux. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a aussi des contraceptions dites masculines? On vous donne ça à tous les deux. Mais sachez que c'est à titre informatif. C'est pour vous, si vous ne vous souhaitez pas d'enfant, déjà, ou pas d'enfant rapproché. Voici les contraceptions qui existent. Et après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite retrouver une intimité. Je pense qu'il manque juste une petite annotation. En fait, on nous tend l'ordonnance et voilà, c'est tout. Et puis, globalement, moi, je sais que mon premier, le deuxième, c'est parce que j'ai posé des questions, mais on ne dit pas qu'il y a d'autres moyens de contraception que la pilule. Enfin, il y a vraiment, c'est optimisé J21, la pilule progestative. Alors, plus pareil, pourquoi cette pilule-là, il y a plein d'explications, mais voilà. Et juste dire, c'est pas une injonction à reprendre la vie sexuelle, c'est juste qu'on n'a pas envie de vous revoir trop vite, en fait, parce que c'est dangereux, ça peut être dangereux d'avoir des enfants très rapprochés. Enfin voilà, juste ça pourrait aider un petit peu. Mais c'est vrai que sur le coup, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes peu informées qui voient ça comme la normalité, c'est de reprendre les rapports 3 semaines après. Pour satisfaire son partenaire, surtout ça. Et je pense que c'est aussi parce que des fois les professionnels de la santé sont pas très à l'aise peut-être avec ce sujet-là. Comme avec l'allaitement. En plus, des fois. Et en plus, ça mériterait que cette information-là soit votre partenaire n'est pas là, je reviens pour vous donner les informations. C'est important que vous les entendiez tous les deux. Vous êtes tous les deux co-responsables, parce que sinon, encore une fois, quel est le message subliminal? C'est que c'est la femme qui doit s'en occuper et en plus reprendre une activité sexuelle, quoi. C'est vrai que souvent au rendez-vous du postpartum avec le gynéco, la sage-femme, elle y va toute seule ou avec son bébé dans le cosy, quoi. Donc ça déjà. Ouais.
Et là, c'est le congé parental aussi. Enfin, on en revient même là-dessus aussi. Voilà. Mais ouais, c'est clair que les questions qu'on se pose toutes, je pense, qu'on s'est déjà posées, c'est est-ce qu'on peut vraiment être mère et femme désirable en même temps? Parce que parfois, ça semble incompatible quand on est crevé, qu'on n'est pas lavé, qu'on n'a pas mangé. Enfin, comment répondre à ça? Ouais. Bah déjà, en fait, si c'est pas important, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas important la sexualité, bon bah, on se met pas la pression, quoi. Déjà, on devrait jamais se mettre la pression. Après, est-ce que c'est possible être mère et en plus avoir une sexualité? C'est possible, c'est possible. Ça va pas dire que ça va être tout le temps facile, ou ça va pas non plus dire que ça va être tout le temps difficile. C'est possible si déjà c'est quelque chose d'important pour soi et pas juste important pour l'autre ou pour la société ou pour la belle-mère, hein. Mais important pour soi. Et aussi, ce qui va être un point central, c'est aussi comment était ma sexualité avant bébé. Si j'étais déjà pas très à l'aise avec ça, ou qu'il y avait déjà des difficultés dans le couple, bah c'est sûr que ça va être un peu plus difficile que quelqu'un qui était déjà à l'aise avec ça, a fait un travail là-dessus, ou même dans le couple, on peut en parler sans tabou. Donc ça, c'est quand même la grande différence. Et effectivement, il y a aussi des femmes qui disent j'arrive très bien à jongler entre être mère et avoir une sexualité, j'arrive à dissocier les deux, j'arrive à kiffer sans culpabiliser. Et d'autres pour qui c'est indissociable. Enfin, c'est je suis mère et j'arrive pas à être autre chose que mère, j'arrive pas à me voir en tant que personne sexuelle. Donc je pense aussi c'est de l'ordre plus peut-être de la trait de personnalité, des croyances aussi. Et donc ça peut être un accompagnement, mais c'est aussi plus challengeant. Donc ça a à voir aussi par rapport à la personne. Ça se trouve, elle est peut-être très bien avec ça, mais comme elle est en couple peut-être avec une personne pour qui c'est pas du tout la même vision, c'est là où ça peut clasher. Et des fois, c'est aussi le partenaire qui peut avoir cette difficulté à je suis un papa et en même temps je dois être un amant, j'arrive pas, quoi. Je suis le papa et j'arrive pas à être un amant, ou j'arrive pas à voir ma femme comme une femme avec qui je peux avoir de la sexualité. On voit toutes les situations en fait. Ouais, ça c'est un peu le mythe de la putain et la madone, où le mari a du mal à percevoir sa femme en tant qu'amante parce que c'est la mère de son ou ses enfants. Ouais, tout à fait. Et c'est des fois l'homme et des fois c'est aussi la femme. Et des fois dans le couple c'est les deux, ou des fois un des deux. Ouais, la femme qui peut avoir du mal à justement se dire bah en fait waouh, je suis que mère et voilà. Mais l'homme aussi qui des fois peut voir sa partenaire comme bah, c'est la mère, c'est la sainte, on la touche pas. Par contre s'il y a une sexualité, bah là c'est plus avec bah voilà ce qu'on dit la putain, une femme que entre guillemets je respecte moins, je m'en fous, j'ai pas à construire quelque chose avec elle. On grossit le trait là un peu, mais c'est pour donner l'idée. Et alors du coup, donc on en a parlé tout à l'heure. On conseille d'abord de prendre du temps pour soi, de se retrouver soi-même avant de vouloir se retrouver en couple, et donc pour se reconnecter un peu à son couple, avant même, enfin voilà, dans l'idée de reprendre une sexualité comme avant. Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour d'abord retrouver de la complicité, de la tendresse? Qu'est-ce qu'on fait? Bah souvent déjà les couples vont dire qu'ils sont dans le tourbillon, dans le marathon de la vie, dans le tambour de la machine à laver. Donc déjà c'est d'avoir des moments pour se retrouver. Déjà, pas juste attendre que les moments arrivent de manière spontanée, parce que en vrai c'est très rare. Donc d'avoir des moments réguliers pour se retrouver, parce que comme je disais, il y a trop de couples qui du coup quand ils se retrouvent, c'est pour de la sexualité. Et donc, pas du tout satisfaisant. Donc, d'avoir déjà des moments pour se retrouver pour de la complicité, mais aussi pour échanger, pour communiquer. Pareil, il y a encore plein de couples qui ne communiquent pas forcément, ou pas très bien, ou n'échangent pas sur ces sujets-là, des appréhensions, des peurs, des envies, des doutes, etc. Donc, d'avoir ces moments-là planifiés pour échanger, et puis pour faire des activités qui sortent peut-être du rôle de parents. Donc pareil, il y a certains couples qui ont besoin des fois de sortir de la maison, carrément. Certaines femmes vont dire, mais moi je peux pas être dans la maison, il faut que je sois en dehors, que ça me change de mon univers, sinon tout me rappelle ma charge mentale, mes enfants, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais qui demande des fois aussi, c'est un peu plus onéreux aussi. Oui, j'allais dire, c'est un budget. Ouais, c'est un budget. Mais après, il n'y a pas besoin que ce soit non plus très fréquent non plus. On ne parle pas de fréquence, mais vraiment de satisfaction. Et souvent, quand même, on essaye d'orienter pour que ce soit aussi des choses qui soient faites à la maison, en vrai. Et donc, trouver des moments quand il n'y a pas les enfants, ou quand les enfants sont en train de dormir à la sieste ou le soir. Et souvent, le soir, on va dire, bah oui, mais on a cumulé toute la journée, donc on est fatigué, donc c'est pas le meilleur moment.
Mais quand on le planifie et qu'on le sait à l'avance que vendredi soir, c'est le moment de couple, déjà, on est dans une autre dynamique et ce que je dis souvent en couple, c'est une responsabilité, c'est un engagement que vous avez l'un envers l'autre. Et donc, peut-être que le jeudi soir, ça demande, je sais pas, si possible de se coucher plus tôt ou d'organiser en fait sa vie de famille un peu différemment. 18 des heures, discussions. allez, les enfants au lit. Ouais, ou même des fois, ça peut être si c'est vendredi soir qu'on se retrouve, et finalement, j'ai peut-être besoin que ce soir-là, c'est mon partenaire qui s'occupe de laver les enfants, coucher les enfants. Moi, j'ai le temps de prendre ma douche ou d'être dans un état d'esprit qui sera favorable aussi à la rencontre avec l'autre. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas les discussions, il n'y a rien qui est vraiment possible, déjà. J'avais une copine qui avait reçu comme cadeau de naissance, c'était assez marrant, c'était une de ses collègues qui avait 4 enfants qui lui avait offert, donc la daronne qui savait, elle lui a offert plein de mini bouteilles de champagne, en fait, où tu fais que 2 coupes avec la bouteille. Et en fait, elle lui avait dit, donc à son premier enfant, elle lui dit, voilà, faut que tu prennes rendez-vous avec ton mari toutes les semaines et vous buvez la mini bouteille, une coupe chacun. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais du coup, sur le coup, nous, on n'avait pas de gosse à l'époque, c'est marrant et tout. Et en fait, vraie bonne idée, je pense, d'avoir cet argument et en tant que daronne aguerrie, de dire à une nouvelle daronne, voilà, prends le temps de passer du temps avec ton mari en dehors de cette nouvelle personne dans votre duo. Ouais, c'est génial. Et en plus, c'était sans dire une coupe de champagne et comme ça, tu retrouves ton mari sexuellement. C'est juste d'avoir des moments en tant que couple. Ouais, c'est des beaux cadeaux, même d'offrir du babysitting aussi aux futurs aux parents. Nous, j'ai des potes qui font un mercredi soir sur 2 qui ont une babysit pour faire des choses ensemble, rien qu'à 2. Et c'est pas mal, mais après, c'est en dehors de la maison, du coup. Mais... je pense que tu as répondu un petit peu à nos questions, mais on a des questions bonus, toujours plus. Parfois, il peut y avoir des éjections de lait pendant l'orgasme ou juste pendant le rapport, et ça peut être gênant pour la maman ou pour le partenaire. Qu'est-ce que tu as à dire, conseiller pour pouvoir aussi en discuter avec son partenaire, peut-être avant, dire que ça peut être possible à ce moment-là? Ouais, j'adore cette question. Je l'avais justement intégrée aussi dans mon livre Réinventer sa vie intime après bébé, et j'étais bien contente de le savoir avant que ça arrive, parce que quand ça arrivait, du coup, je savais que c'était possible, que c'était pas un truc bizarre ou anormal. Les émissions de lait qui peuvent arriver, du coup, pendant les rapports sexuels, on va dire que c'est plutôt positif, parce que ça arrive quand justement il y a du plaisir, donc une libération de l'ocytocine. Quand on allaite, il y a une libération de l'ocytocine aussi. Donc, c'est le dénominateur commun, c'est de l'ocytocine. Et donc, parce que j'ai du plaisir et des sensations vraiment plaisantes, paf, ocytocine, éjection de lait. Donc, il y a du lait qui sort. Moi, je trouvais ça cool. Je me disais, donc c'est peut-être ça ce que les hommes ressentent quand ils éjaculent. C'est-à-dire qu'on simule pas, au moins. Il peut se rassurer. Voilà. Après, on peut avoir du plaisir et peut-être pas du tout avoir des éjections. Je pense que ça peut dépendre aussi dans certains contextes. Mais donc, du coup, déjà de savoir que c'est quelque chose de normal. Effectivement, d'en parler en amont, que ça peut arriver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de garder, par exemple, une brassière, un soutien-gorge avec des coussinets d'allaitement, comme ça absorbe? Est-ce que, du coup, le partenaire ou la partenaire, pour goûter, ou se faire arroser, ou mettre une serviette? En fait, tout est possible selon avec quoi vous êtes à l'aise, quoi. Et on avait une dernière question, c'est une de nos abonnés qui nous a sollicité par rapport à ça, et j'avoue que moi j'avais déjà lu des choses là-dessus, mais j'avais pas vraiment de réponse. Il y a des femmes qui peuvent ressentir un plaisir, je vais pas dire plaisir sexuel, mais lors de la tétée, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, que tu as déjà entendu? Est-ce qu'on peut normaliser ça et rassurer la maman? Ouais. Alors fréquent, ça je sais pas, parce que c'est vrai qu'en séance, pareil, peut-être est-ce qu'il y a un tabou autour de ça, c'est pas trop parlé. Ouais. Mais par contre, effectivement, ça a été étudié. Même en dehors de la grossesse, c'est le complexe mamelon-aréole qui a c'est une zone érogène ultra importante dans la réponse physiologique, dans la réponse sexuelle féminine, où quand il y a une stimulation, par exemple, des seins, ça vient activer les zones cérébrales qui chevauchent, pareil, quand on stimule le clitoris. Donc, c'est pour ça que des fois, certaines femmes peuvent dire que quand on stimule leur sein, elles ont l'impression qu'on stimule aussi le clitoris. C'est juste que ça active les mêmes zones cérébrales. Et donc, quand on allaite, ça vient stimuler aussi le complexe mamelon-aréole, et donc ça peut aussi venir titiller peut-être le clitoris ou juste apporter une sensation de bien-être. Et effectivement, des fois, certaines femmes, si
elles sont pas au courant de ça, peuvent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai du désir pour mon enfant parce que du coup on l'associe à ça, hein, je suis en train d'allaiter mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de l'excitation sexuelle liée à mon enfant? Et pas du tout, c'est pas de l'excitation sexuelle vis-à-vis de l'enfant, c'est juste une réponse physiologique, c'est parce qu'il y a une stimulation à ce niveau-là et donc ça vient stimuler le corps, mais ça veut pas dire qu'on a du désir pour son enfant. Mais c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent arrêter d'allaiter à cause de ça. Ça doit être déroutant quand même. Ouais, en étant super mal à l'aise ou honteuse et le gardent pour elles. Et donc là, c'est important de démystifier ça surtout. D'accord, merci. Si, moi j'ai une dernière question. On a parlé du cododo tout à l'heure. Et donc c'est vrai que ça peut être aussi un peu déroutant d'avoir un rapport avec son partenaire alors qu'on entend les petits bruits de bébé à côté, etc. Et moi j'avais lu sur les réseaux, je sais pas ce que tu en penses Camille, mais que même un tout petit bébé, il faut pas qu'il voit ses parents dans un rapport sexuel, sinon après ça peut leur créer des traumas, etc. Enfin, t'en penses quoi de ça? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant parce qu'on avait eu, quand j'avais fait une conférence avec Anna Roy, la célèbre sage-femme, on nous avait posé cette question aussi. Et en vrai, c'est très difficile d'y répondre. Après, par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait du cododo qu'on doit forcément avoir une sexualité dans sa chambre à côté de l'enfant. Justement, on peut être créatif et se dire, pourquoi pas aller en dehors, parce que déjà, même si y a les bruits de l'enfant ou quoi que ce soit, donc ça peut ne pas créer le contexte approprié pour la détente et le plaisir, mais de se dire, on va dans la salle de bain, ou on va dans le salon, ou on va autre part, ça c'est tout à fait possible. Si je me souviens de ce qu'Anna Roy avait dit, elle avait dit, je crois, alors à vérifier, hein, mais je crois qu'elle disait jusqu'à 1 an, ça va, etc. Mais il n'y a pas forcément de recherche là-dessus. Moi, je n'ai pas forcément d'opinion là-dessus, mais je dirais en soi, soyez créatifs et vous pouvez le faire au dehors du cododo, quoi, de la chambre à coucher, comme ça on se pose même pas la question. Dans sa future chambre, peut-être, vu qu'il n'y est pas encore. Voilà, dans sa future chambre, est-ce que c'est pas un peu, ça peut le traumatiser, non? Dans la voiture, non, dans le garage, nickel. Oui, en laissant le babyphone. Oui, créatif, c'est très bien comme réponse, c'est vrai. Juste être créatif, ouais. Est-ce que tu as un message que tu souhaites faire passer aux femmes allaitantes qui peuvent se sentir un peu perdues dans leur sexualité? Ouais. Pour les femmes allaitantes qui se sentent un peu perdues dans la sexualité, déjà j'ai envie de leur dire que déjà elles sont pas seules. C'est clair que ça remue pas mal de choses, hein, qu'on allaite ou pas. De toute façon, le postpartum, ça rejoue, ça rebat les cartes sur notre identité, ce qu'on veut pas. Donc justement, en plus, ça pose et ça laisse du flou sur la sexualité. Comme je sais plus qui je suis, ce que je veux pas. Ça dépend des femmes, hein, mais des fois, certaines peuvent dire ça. Je suis perdue aussi dans ma sexualité, c'est-à-dire je sais pas ce que je veux, ce qui me donne envie, je sais plus peut-être ce qui pourrait être excitant pour moi. Et donc, mon message pour elles, c'est de prendre, on en parlait tout à l'heure, mais de prendre ce temps-là, si elles le souhaitent, mais prendre ce temps-là pour justement déjà de se redécouvrir soi, sans même parler de sexualité, de pouvoir recharger les batteries. Et puis peut-être ensuite, quand on a bien rechargé les batteries, parce que c'est la priorité, d'avoir ces moments-là pour explorer, mon corps, qu'est-ce qui pourrait me plaire aujourd'hui, et pas ce qui me plaisait hier, il faut que je retrouve absolument la même chose, mais ce qui me plaît aujourd'hui, quel genre de stimulation, à quel endroit du corps, de recréer peut-être un imaginaire érotique si je l'ai plus ou si je l'ai pas. Tout ça va aider aussi au bout d'un moment à être un peu plus au clair au niveau de la sexualité. Et puis si vraiment c'est difficile, challengeant ou totalement perdu, là pareil, on peut faire appel à des sexologues. Et si certaines ont envie d'aller plus loin avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver, ton livre, ton podcast, enfin dis-nous tout Camille. Ouais. Déjà il y a plein de contenus gratuits donc sur le podcast Camille parle sexe où je parle de maternité mais pas que, hein. Il y a que très peu d'épisodes finalement là-dessus, mais on parle vraiment de plein de choses sur la sexualité parce que c'est tellement vaste. Et j'aime beaucoup, il y a même des couples qui l'écoutent ensemble, donc ça c'est top aussi. Il y a le compte Instagram du même nom, Camille parle sexe, et puis pour du contenu payant, il y a effectivement le e-book qui est à moins de 10 €, qui est Réinventer sa vie intime après bébé, qu'on peut retrouver sur mon site internet camillebataillon.com. Et puis aussi, on peut me trouver en consultation. Je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais je vais être en congé maternité d'août à novembre, quelque chose comme ça. Mais il y a des consultations qui peuvent se faire par la suite, que ce soit seul et mieux si vous êtes en couple, en couple.
Et tu viens de dire qu'il y avait des couples qui écoutaient ton podcast. Quand tu t'es présentée, tu as dit bonjour à toutes. Et en fait, je pense que cet épisode, ce serait bien qu'il soit mixte, en fait. Donc, si vous êtes enceinte ou avec projet d'allaiter ou si vous allaitez, ça peut vraiment être un bon épisode à faire écouter à votre partenaire pour qu'il comprenne les tenants et les aboutissants d'une baisse de désir en postpartum et quand on allaite, pour mieux parler. Ça peut être le petit rendez-vous du vendredi soir pour un peu débroussailler tout ça et vraiment avoir une conversation à ce sujet-là. Ouais, et les pros de santé féminins ou masculins peuvent écouter aussi pour la petite remise d'ordonnance bien sympa à J21. Yes, please. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Ouais, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci pour vos questions. Et puis, si jamais il y a d'autres questions supplémentaires, soit on fera un autre épisode, soit on peut me les poser aussi sur le compte Instagram. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de maternité, fin de grossesse et bon début de prochain postpartum. Merci. Oui, je m'y lock. La sexualité pendant l'allaitement, c'est un sujet sensible, intime, parfois tabou et pourtant tellement courant. Que vous ressentiez une baisse de désir, une ambivalence, un besoin de retrouver votre corps ou simplement l'envie de comprendre ce que vous vivez, vous êtes normal et vous êtes loin d'être seul. Merci à Camille Bataillon pour ses éclairages si justes et pour avoir posé des mots sur des ressentis qu'on n'ose pas toujours nommer. Dans la maternité, le désir peut évoluer, se transformer, parfois s'éloigner, mais il ne disparaît pas forcément. Il mérite qu'on l'écoute avec douceur, patience et vraiment sans pression. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à en discuter avec votre partenaire, votre sage-femme ou simplement une amie. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.